Alors, maintenant, deuxième essai, on va dire, bah, cette fois-ci, on va borner le volume. On va borner la surface latérale, okay, de l'ailette. On va encore prendre une ailette axis symétrique, mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a? On peut montrer que le maximum du flux de chaleur, hein, il est borné. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un flux de chaleur trop grand si vous bornez la surface latérale de l'ailette. Par contre, vous n'avez pas de forme optimale. Vous n'avez pas de forme optimale, ça veut dire que vous avez une borne, une borne supérieure sur les formes, sur le flux de chaleur qui sort de l'ailette, qui rentre dans l'ailette, donc qui sort du dispositif à refroidir. Par contre, ce que vous pouvez montrer, c'est qu'il n'y a pas de forme qui a cette performance-là. Okay, vous allez avoir une suite de formes qui va tendre vers cette performance maximale, vers ce suprêmum de performance. Par contre, vous n'allez pas avoir une performance optimale. Et la raison pour ça, c'est quoi? C'est que si vous prenez n'importe quelle forme d'ailette axis symétrique, vous pouvez toujours faire mieux en faisant des toutes petites oscillations comme ça, à l'échelle, à vraiment une toute petite échelle. Vous allez rajouter un peu de surface latérale ici, mais vous allez en enlever ici, en faisant des dents dans l'autre sens ici, un peu loin. Vous en rajoutez près de l'entrée, et vous en enlevez près du bord. En fait, qu'est-ce qu'il va avoir tendance à faire ici? Il va avoir tendance à faire un truc fractal, okay, avec une surface latérale bornée, il va avoir tendance à faire un truc fractal près de l'entrée. Là encore, c'est différent du cas test précédent, c'est-à-dire que cette fois-ci, la performance, elle ne tend pas vers l'infini. Vous avez une performance bornée, par contre, vous n'avez toujours pas de forme optimale. Bon, ben voilà. Alors une fois qu'on a dit ça, on dit, bon ben voilà, maintenant, en fait, ce genre de phénomène-là, le phénomène d'homogénéisation, il intervient dans énormément de problèmes d'optimisation de forme. Très souvent, la forme optimale, c'est une forme qui est microporeuse, qui est fractale. Très souvent, c'est pas une forme classique comme on aimerait bien. Bon, est-ce que c'est grave? En fait, pas trop. En fait, pas trop parce qu'il n'y a pas de minimum global, souvent pour notre problème d'optimisation. Par contre, il y a plein de minima locaux. Donc, les minima locaux, hein, si vous vous rappelez de ce qui se passe en 1D, c'est ces mecs-là. C'est pas celui-là, c'est ces mecs-là. Et bien en fait, ça c'est déjà pas mal. Et pourquoi c'est déjà pas mal? Parce que les minima locaux, en général, c'est ça qui intéresse le designer industriel. En général, le designer industriel, il a un design initial qui est donné par son bureau d'études. Et il n'est pas intéressé par trouver une forme qui n'a rien à voir avec son processus de production actuel. Il est intéressé par trouver une forme qui ressemble un peu à la forme qu'il produit en série, et pas forcément par une forme qui n'a absolument rien à voir, parce que ça lui demanderait de revoir tout son processus de construction. Vous imaginez que si vous avez une forme pour laquelle vous avez déjà un moule qui vous permet de la produire, si vous obtenez une forme qui est mieux au regard de la performance, par contre qui n'est pas trop loin, vous allez peut-être avoir juste à gratter le moule ou à changer un tout petit peu le processus de construction, mais pas à tout revoir, pas à revoir toute la chaîne de production. Donc souvent le designer industriel il est intéressé par ces minima locaux, souvent c'est ces minima locaux qui nous intéressent, et même s'il y avait un minimum global, mais qui n'avait rien à voir avec le design initial qui est donné par le bureau d'études, quand bien même, ça ne les intéresserait pas forcément. Alors, quand même, souvent, donc je vous ai dit, très souvent, il y a un phénomène d'homogénéisation qui se passe qui fait qu'on n'a pas d'existence de forme optimale. Il se peut quand même qu'on récupère une existence de forme optimale mathématiquement, soit en restreignant l'ensemble des formes admissibles, c'est-à-dire que si on impose aux formes admissibles d'avoir, je ne sais pas, un rayon de courbure borné ou des choses comme ça, on interdirait ce genre de pattern-là. On peut aussi élargir l'ensemble des formes optimales, l'ensemble des formes qu'on regarde, à des formes qui sont micro-oscillantes. Alors il y a toute une théorie qui est là-dessus, la théorie de la relaxation, ça s'appelle, pour accepter en fait des formes qui oscillent à l'échelle microscopique, qui sont fractales. Donc il y a toute une théorie qui existe pour prendre en compte ces formes-là. Donc pour récupérer l'existence d'une forme optimale, soit on peut dire je regarde moins de formes, comme ça j'interdis ce genre de comportement-là. Okay, mettre plus de contraintes, ça peut interdire la formation de ce phénomène d'homogénéisation. Et aussi mettre moins de contraintes, c'est-à-dire accepter plus de formes, ça veut dire qu'on peut accepter les formes microporeuses comme des formes optimales. Mais comme je vous l'ai dit, très souvent, c'est pas grave s'il n'y a pas de forme optimale, on est intéressé par les minima locaux. Et les designers industriels sont intéressés par les minima locaux. Et ça tombe bien, parce que c'est ces minima locaux-là qu'on sait calculer. Alors, je vous ai dit, on sait les calculer, maintenant comment? Donc, on va revenir à notre programme qui est ici. Donc, on avait quand même pas mal de difficultés sur ces problèmes d'utilisation forme. On s'est dit, est-ce qu'ils ont une solution? La réponse c'est non, mais c'est pas grave. Maintenant, comment? Donc, avant même de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser une fonction comme ça je vais en parler dans un tout petit moment, une question qui sera intéressante, c'est de savoir comment déjà on peut la calculer. Cette fonction-là, avant même de savoir comment l'optimiser, c'est intéressant de savoir comment on calcule sa valeur. Comment on calcule sa valeur? C'est-à-dire qu'il faut calculer l'U de oméga, numériquement encore, c'est-à-dire qu'il faut résoudre des EDP qui sont posés sur le domaine. Okay, et comment on fait ça? Comment on résout une équation comme ça? Comment on résout une équation comme ça? Informatiquement.
Alors pour ça, il y a plein de méthodes qui existent, donc ça c'est tout le monde du calcul numérique. Il y a une méthode notamment qui est très utilisée dans l'ingénierie. Mais c'est vraiment une méthode mathématique, hein, c'est des choses pour lesquelles il y a des preuves de convergence, des estimations d'erreurs, etc. C'est quelque chose qui s'appelle la méthode des éléments finis. Alors, la méthode des éléments finis, ça consiste à découper un domaine oméga, on regarde, en un maillage. Un maillage, c'est quoi? C'est un pack de triangles en 2D, un pack de tétraèdres en 3D. Donc là, vous avez une pièce métallique ici qui est découpée en tétraèdres. Je ne sais pas si on voit très bien sur l'image, mais c'est quelque chose comme ça, d'accord? Donc on le découpe en des entités très petites. Alors, vous avez des maillages de triangles, des maillages tétraèdres, des maillages quadrangles, blablabla, tout ce que vous voulez. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? À partir de ça, on introduit une base de fonctions dites d'éléments finis, d'où le nom de la méthode. C'est-à-dire que, par exemple, le truc le plus simple qu'on peut imaginer, si vous avez un maillage 2D comme ça, qui est fait de triangles, vous allez définir une base de fonctions, qui sont les fonctions ça s'appelle les fonctions chapeau. C'est les fonctions qui valent 1 sur un nœud, qui valent 0 sur tous les autres nœuds. C'est ça que vous donnez une base de fonctions qui sont définies dessus. Et vous allez chercher la solution d'un problème d'une équation des dérivée partielle posée sur votre domaine, comme une combinaison linéaire de ces fonctions de base. Ok? C'est assez naturel. Hein. De toute façon, l'ordinateur, lui, il sait manipuler que les trucs finis. Hein. Donc vous allez être obligé de discrétiser votre problème à un moment. En fait, vous pouvez convertir ce problème-là, du coup, vous pouvez approcher ce problème-là comme un système linéaire. Alors là, je passe complètement les détails, il y a toute une théorie pour ça. Vous approchez ce problème-là, ça devient, sur le vecteur des inconnus U1 et UN, donc qui sont les composantes de la solution dans la base, de la solution qu'on recherche dans la base, ça devient un système linéaire, KU égale F, et donc là vous avez un système matriciel à résoudre. Donc, bonne nouvelle, tout ce que vous apprenez sur les inverses de matrices et tout, avec quoi on vous torture en prépa, ça sert pas à rien, ça sert à inverser les matrices, parce qu'à la fin, un problème d'élément fini, un EDP, un problème physique dans l'ordinateur, c'est une matrice à inverser. Une grosse matrice en général, parce que comme on veut que la solution soit précise, on va avoir envie d'avoir plein de nœuds ici. Donc en général, vous avez des grosses matrices à inverser. Donc ça, c'est l'ordinateur qui vous fait, il y a des algorithmes pour ça. Mais inverser des matrices, ça sert à quelque chose. Alors voilà quelques exemples. Par exemple, donc là, vous avez la solution de l'équation moins la place à U égale F, U égale 0 sur le bord, sur plusieurs domaines. Donc voilà, avec différents maillages. Donc vous voyez que plus j'ai un maillage qui est fin, avec plein de triangles, plus j'obtiens une solution qui est lisse, donc qui semble bien converger vers ce qui m'attendrait être la solution continue de ce problème-là. Ok, voilà, donc là, maintenant, bonne nouvelle, on sait qu'on est intéressé par des minima locaux de la forme, de la fonction objectif qu'on s'est donnée, on sait qu'on est capable de calculer cette fonction objectif, nouvelle, maintenant, on ne dit toujours pas comment on va l'optimiser. Et alors, si vous vous rappelez de ce qu'on a fait pour les fonctions de R dans R, qu'est-ce qu'on faisait pour minimiser une fonction de R dans R? On calculait sa dérivée. Et ensuite, on suivait sa dérivée. En fait, on va faire la même chose avec les formes, et donc ça veut dire qu'on va dériver par rapport à la forme. On va dériver par rapport au domaine. Alors bon, dériver de R dans R, c'est pas très compliqué, il y a une bonne manière de faire. Dériver par rapport au domaine, c'est un petit peu plus compliqué. On va adapter l'algorithme de gradient que je vous ai montré pour une fonction de R dans R, un algorithme de gradient de forme, et on va dériver par rapport au domaine, une fonction qui dépend du domaine. Donc pour ça, on procède en deux temps. On va commencer par définir des petites perturbations de la forme. Donc, les perturbations d'un point de R, d'un point x de R, c'est des trucs de la forme x plus h, pour h, c'est un petit nombre réel. Mais une perturbation d'une forme, c'est quoi? Une petite perturbation d'une forme, c'est quoi? Il y a plein de manières de faire. Hein. Par exemple, on peut dire une petite perturbation d'une forme, c'est une perturbation où on pousse un peu chaque point du bord. Par exemple, ça pourrait être une perturbation de cette forme-là. On a poussé un petit peu chaque point du bord, mais pas beaucoup. Ok? Vous pouvez vous dire, moi je dis qu'une perturbation d'une forme, c'est quoi? C'est je fais un petit trou près d'un point. Vous voyez que cette forme-là est très proche de cette forme-là, il y a juste un petit trou. Il y a plusieurs manières de faire pour les formes. Autant pour une fonction de R dans R, c'est facile de faire des perturbations d'un point de R parce qu'il y a une bonne manière de faire. Autant pour une forme, c'est pas si bon que ça, il faut choisir une manière de faire des perturbations de cette forme-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver en zéro par rapport à ces perturbations. Alors, c'est quoi une bonne perturbation d'une forme? Comme je vous l'ai dit, il y a plein de manières de faire. Il y a plein de manières de faire. Donc, par exemple, si vous faites des perturbations d'une forme qui sont comme ceci, c'est ce que j'ai expliqué dans un instant, vous obtenez ce qu'on appelle la méthode de variation de forme de Hadamard. C'est le mathématicien Jacques Hadamard qui a pensé à ça en premier. Si vous faites des choses qui sont comme ça, des trous, des perturbations de la forme de petits trous d'un forme, vous obtenez ce qu'on appelle une méthode de dérivation topologique. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a toute une théorie sur ces choses-là aussi. Je ne rentre pas dans le détail. Et je vous propose de regarder la méthode, entre guillemets, la plus naturelle, qui est la méthode de Hadamard. Donc, la méthode de Hadamard, on se donne un domaine de référence oméga, et on considère des variations de cette forme-là sous la forme identité plus θ de oméga. Θ, c'est un champ de vecteurs. Ça veut dire quoi?
identité plus θ d'oméga, c'est-à-dire que je pousse un petit peu chaque morceau de la frontière d'oméga le long du champ de vecteur θ. Donc quand j'ai un petit champ de vecteur θ, ici, okay, bah, j'ai ma forme identité plus θ d'oméga, qui est la forme où chaque morceau du bord, elle a bougé un petit peu dans la direction que me donnait ce champ de vecteur-là. Ok? Et bien maintenant, pour dire qu'une fonction du domaine elle est différenciable par rapport à la forme, en oméga, ça veut juste dire que la fonction sous-jacente qui dépend de θ est différenciable par rapport à θ. θ, il appartient à un espace vectoriel, donc on retrouve bien la bonne vieille notion de dérivation dans un espace vectoriel. Ok? Donc ça s'appelle la dérivée de Frechet, peu importe les noms. Ce qui compte, c'est qu'on a un développement de Taylor de cette forme-là, exactement comme le développement de Taylor de R dans R, ok? F de identité plus θ d'oméga, c'est à peu près F d'oméga, donc ça c'est ce qui se passerait si on avait une perturbation nulle, plus la dérivée de forme évaluant θ. Ok? Ok. Alors, par exemple, revenons à nos belles fonctionnelles, les fonctions les plus simples qu'on pouvait imaginer, qui dépendent de la forme, la fonction de volume. Là, on n'est pas encore à dériver par rapport à la forme des fonctions qui dépendent de solutions de DP, la dérivée du volume. Vous pouvez montrer que la dérivée du volume par rapport à θ, c'est l'intégrale sur le bord de θ scalaire n ds. Θ, c'est la vecteur normale par rapport le vecteur normal de la forme. Qu'est-ce que ça veut dire ce machin-là? Ça veut dire que si vous suivez moins la direction normale, pour un petit pas de temps tau petit, vous allez avoir f de identité plus tau θ de oméga. C'est à peu près f de oméga, donc la forme à l'ordre 0, comme si je n'avais pas de perturbation, l'ordre 0 de mon développement de Taylor, plus tau f' d'oméga en θ. Et ce truc-là, bah, j'ai tout fait ici. Si je mets θ égale n là-dedans, j'ai n scalaire n, et ça me fait, il me reste f' d'oméga en θ, c'est moins l'intégrale sur le bord de ds, et ça c'est strictement négatif. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour minimiser le volume, qu'est-ce que ça me dit? Le gradient de forme, donc là, pour minimiser le volume, qu'est-ce que je fais? Je suis moins la direction normale, c'est-à-dire que je fais shrinker la forme. Ok, je compresse la forme pour diminuer son volume. Bon, ça. Bon, si je vous épargne tous ces détails mathématiques là, vous vous en seriez bien douté à la base. Comment je minimise le volume d'une forme? Bah, je shrink. Ok. La fonction de périmètre maintenant. Un tout petit peu plus compliqué, la fonction de périmètre. Comment je minimise? C'est quoi la dérivée de forme du périmètre? Un calcul, ça se calcule, c'est un petit peu technique, mais bon, bref. La dérivée de forme de ça, c'est l'intégrale sur le bord de oméga de kappa, c'est la courbure moyenne qu'on retrouve ici, θ scalaire n. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous donnez une forme qui minimise le périmètre, donc il minimise la surface latérale du domaine, vous avez une courbure moyenne nulle. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas une courbure moyenne nulle, vous prenez θ, c'est moins t, moins un petit pas de temps fois la courbure, et vous pluguez ça là-dedans, vous obtenez que la dérivée de forme, c'est moins intégrale de la courbure au carré qui est positive, et donc vous faites strictement décroître votre fonctionnel là, contradiction. Ok? Qu'est-ce que j'ai remontré là? J'ai remontré que si j'ai une forme qui est de surface minimale, alors sa courbure moyenne est nulle. Et c'est exactement ce qu'on avait dit sur les surfaces minimales, si vous vous rappelez ce qu'on avait dit. Une surface minimale, c'est une surface, en particulier, ça a une courbure moyenne nulle. Et bien on retrouve ça ici. Qu'est-ce que j'ai dit dans le monde de la dérivée de forme? J'ai dit que si j'ai une fonction j qui a un minimum local, en un point, une fonction de R dans R qui a un minimum local en un point, alors J' en ce point-là, c'est égal à 0. C'est exactement ce que j'ai dit là. Si j'ai ma fonction de périmètre qui a un minimum local en une forme, alors sa dérivée de forme est égale à 0. Et sa dérivée de forme, c'est juste la courbure moyenne. Donc dans ce langage-là, on retrouve exactement l'équation des points critiques pour la fonctionnelle de périmètre. Bref, d'une manière générale, on a une structure pour les dérivées de forme qui permettent assez facilement de trouver une direction de descente, c'est-à-dire de trouver un champ de vecteurs, tel que si on pousse la forme dans la direction de ce champ de vecteurs-là, on est capable de diminuer la valeur du critère qu'on cherche à optimiser. Okay? Donc les dérivées de forme, ça se calcule. C'est un peu compliqué, mais ça se calcule. Et en fait, on est capable, quand on a une fonction typiquement comme ceci, je reviens un peu en arrière, quand on a une fonction comme ça, qui dépend de la forme par l'intermédiaire d'une solution d'un problème physique posé sur ce domaine-là, on est capable de calculer la dérivée de forme de ce machin-là, explicitement. Donc explicitement au sens où ça va dépendre d'équations comme ça, d'équations dérivées partielles qu'il va falloir résoudre numériquement, mais on a une formule qu'on peut rentrer dans la machine et qui permet de calculer une direction de descente. Ça veut dire un champ de vecteur θ, tel que si on pousse la forme oméga dans la direction de θ un petit peu, pour un petit pas de temps, on va obtenir une forme qui est un peu mieux pour le critère qu'on cherche à optimiser.
bah, du coup, l'algorithme il devient assez clair. C'est un algorithme de gradient de forme, mais c'est comme un algorithme de gradient. On part d'un design initial. Un design initial, ça peut être celui qui est donné par le bureau d'études, par exemple. Et ensuite, il y a une suite d'itérations qui se lance. Donc on calcule à chaque fois la dérivée de forme, oméga n. On en déduit une direction de descente, comme je viens de vous dire. Ça, une fois qu'on a la tête de la dérivée de forme, on est capable de faire ça. Et on met à jour oméga n pour un petit pas de temps. On pousse un petit peu le domaine oméga n dans la direction de descente qu'on a calculée juste avant. Et on recommence, et on recommence, et on recommence. Et on s'arrête quand on bouge presque plus. Qu'est-ce que ça donne, par exemple, si vous partez de cette forme-là? Ça, c'est la direction. Par exemple, ça, ce sera une direction de descente. Ici, donc vous allez pousser un petit peu cette forme-là dans la direction de ce champ de vecteur-là. Vous allez obtenir cette forme-là. Vous recalculez une direction de descente qui va être le θ n plus 1 ici. Vous retombez sur cette forme-là, etc., 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 et vous bougez. Voilà. Alors maintenant, quelques exemples, pour rendre ça quand même un peu plus ludique. Quelques exemples. Alors tout d'abord, donc, un petit exemple un petit peu académique. Si vous avez tous les gens qui font de l'optimisation de forme une fois dans leur vie, ils voient cet exemple-là, c'est l'exemple de l'optimisation d'une poutre cantilever. Une poutre cantilever, comme je vous ai dit, c'est une poutre qui est attachée sur une partie de son bord, ici, et sur laquelle on met un chargement, ici. Pourquoi c'est intéressant? Donc on cherche à minimiser le comportement physique de la poutre, il obéit aux lois de l'élasticité linéaire, donc j'écris pas les équations, c'est un système d'équations qui est posé sur la forme, et on cherche à minimiser sa compliance, c'est-à-dire à maximiser sa robustesse. La compliance, c'est la souplesse d'une forme. On cherche à minimiser sa souplesse, donc à maximiser sa robustesse, sous une contrainte de volume, parce que si on n'a pas de contrainte de volume, vous doutez bien que pour maximiser la robustesse d'une poutre, il faut mettre de la matière partout. Voilà. Alors pourquoi cet exemple il est intéressant? Parce qu'en fait, on a une solution presque analytique pour ce problème-là. Il y a des vieux travaux du début du XXe siècle, du Mitchell, ça s'appelle la théorie des treillis de Mitchell, qui donne le comportement, donc c'est facile, qui donne le comportement d'une poutre en cantilever, et donc c'est assez facile de voir à l'œil comment la structure travaille et si on a une forme qui n'est pas déconnante ou pas. Alors, hop, donc voilà, ça c'est la forme initiale. Donc la forme initiale c'est le jaune et le vide c'est le vert. Ok? Donc on applique notre algorithme de gradient de forme, c'est-à-dire qu'à chaque itération, voire une suite d'itération, on va pousser la forme dans la direction du gradient de forme. Et donc voilà ce qu'on obtient. Voilà, donc ça gigote un petit peu, mais... Donc cette forme-là, comme je vous dis, c'est une forme qui est accrochée ici, et vous allez tirer dessus ici. Donc c'est la forme qui va être la plus robuste sous une certaine contrainte de volume par rapport au chargement qu'on a placé ici. C'est fini, encore. Donc, comme vous voyez, c'est des méthodes locales, ça veut dire que d'une itération à l'autre, on progresse en poussant un petit peu la frontière. Donc vous voyez bien l'effet de la direction de descente ici, on pousse chaque nœud de la frontière dans la direction inverse du gradient de forme. Un autre exemple, je vous avais promis qu'on verrait à quoi ça la forme optimale d'un pont, et donc comment a été obtenue par exemple la structure qui est sur la façade du National Center, du Convention Center à Doha au Qatar. Donc cette fois-ci on cherche à optimiser la forme d'un pont. Alors un pont c'est quoi? C'est un machin qui est accroché ici et ici, et sur laquelle il y a des efforts qui se passent sur tout le tablier. Donc c'est au-dessus, alors ça peut être des voitures, ça peut être des piétons, ça peut être je sais pas quoi. Donc le comportement physique du pont, c'est encore les équations de l'élasticité linéaire qu'il soumet, auxquelles il obéit. Et on cherche encore une fois à minimiser sa compliance, donc à maximiser sa robustesse, sous une contrainte de volume. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc la forme initiale, on ne le voit pas très bien, mais ça va se voir un peu plus facilement à la suite des itérations. La forme initiale, c'est tout, sauf ces espèces de machins qu'on a enlevés au départ. Okay, donc c'est quasiment la structure pleine. Là, vous voyez, naturellement, partant d'une initialisation qui est complètement débile, naturellement, il trouve des espèces d'arches que doit former un pont. C'est ces espèces de structures qui tiennent toutes seules en compression. Alors, un autre exemple, cette fois-ci un des exemples un petit peu plus rigolo, c'est l'optimisation par exemple de la forme d'un pylône. Donc on regarde maintenant un pylône, donc le pylône il est fixé en bas, il est accroché au sol, et il y a plusieurs scénarios de chargement qui se passent. Donc ici vous avez le haut du pylône, ici vous avez les bras du pylône sur lesquels il y a des fils qui pendent, et vous avez plusieurs scénarios de chargement
En fonction, d'une part, vous avez des chargements verticaux sur les fils qui sont ici, et vous avez des chargements horizontaux qui sont dus au vent. Et donc, on cherche encore une fois à maximiser la robustesse de ce pylône sous une contrainte de volume. Alors, voilà quelques exemples de formes optimales de pylônes qui sont dus associés à différentes contraintes. Donc, je vous passe les contraintes, et je vous propose juste de regarder une petite vidéo sur comment ça marche. Encore une fois, c'est l'algorithme de gradient de forme que je vous ai présenté, qui est en jeu ici. Donc, à chaque fois, on pousse un petit peu la frontière par rapport à l'itération précédente. Voilà. Alors, pour l'instant, on a fait ça en mécanique des solides, mais en fait, on peut faire ça sur plein d'autres problèmes physiques qui sont très rigolos. Par exemple, un exemple qui est en mécanique des fluides, on regarde maintenant ce qui se passe, donc on est dans une conduite D, qui est ici, dans laquelle il y a un fluide qui s'écoule. Donc on sait comment se comporte le fluide à l'entrée de la conduite, et on a un solide qui est accroché ici. Okay, et ce qu'on cherche à minimiser, c'est le travail du solide. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a le fluide qui passe ici, il appuie sur le solide, le fluide il a une certaine vitesse, donc il va exercer une pression sur le solide. Et donc on cherche à minimiser le travail du fluide sur ce solide-là, et tout ça, encore une fois, sous une contrainte de volume sur le solide. Ok, alors voilà la structure initiale, donc ça c'est la structure initiale du solide, donc c'est le truc qui est en jaune ici. Ici vous pouvez voir le maillage de calcul sur lequel on fait le calcul. Donc la partie fluide c'est la partie qui est en bleu. Ok, donc vous voyez bien que vous avez un maillage sur lequel vous pouvez appliquer la méthode des éléments finis. La partie jaune c'est la partie solide qui est soumise aux équations d'élasticité linéaire. Et voilà comment se déforme la structure d'une itération à l'autre. C'est un petit peu vite, mais voilà la forme optimale de cette espèce de mât qui est censé résister à l'assaut du fluide qui va s'exercer dessus. On peut faire encore des physiques encore plus rigolotes. Alors là, ce qui est rigolo avec ces problèmes-là, donc par exemple en électromagnétisme. Et ce qui est rigolo en électromagnétisme, c'est que c'est une physique à laquelle on ne comprend rien. Donc même de l'aveu des physiciens, ça c'est quelque chose avec lequel on a travaillé avec des gens du CEA et un étudiant en thèse. C'est une physique à laquelle donc, les gens du CEA dans les bureaux d'électromagnétisme avec lesquels on a travaillé, c'est une physique sur laquelle des gens qui ont passé une vingtaine d'années dans les services d'électromagnétisme au CEA, et ils nous ont dit mais en fait c'est une physique à laquelle on ne comprend rien, grosso modo, et qu'est-ce que ce serait une bonne forme par rapport à un critère qui est lié à des considérations d'électromagnétisme? On n'en sait rien. Et donc, d'où l'intérêt de l'optimisation de forme, c'est quelque chose où on ne peut pas anticiper ce que ça va être une bonne forme pour ces critères d'électromagnétisme. Alors, l'exemple ici qu'on regarde, par exemple, c'est l'exemple de l'optimisation de ce qui s'appelle un démultiplexeur. Donc ici, il faut imaginer qu'on est à l'échelle nanométrique, c'est pas une taille comme ça. Vous avez un guide d'onde qui est ici, donc vous balancez des ondes à l'intérieur. Par exemple, c'est typiquement ce qui se passe dans les câbles d'ordinateur ou des choses comme ça. Vous balancez des ondes, donc ici en l'occurrence c'est des ondes lumineuses, et qui peuvent être de certaines longueurs d'onde. Vous pouvez balancer des ondes rouges, des ondes bleues, que sais-je. Et à un moment, dans un souci de miniaturisation, vous voulez que les ondes rouges, les ondes bleues, d'autres longueurs d'onde, elles prennent le même guide d'onde. Okay, vous n'avez pas envie d'avoir un guide d'onde pour chaque longueur d'onde. Et quand vous faites ça, à un moment, il faut pouvoir séparer les ondes rouges et les ondes bleues. Okay, donc vous avez besoin à un moment de les passer dans un dispositif qui s'appelle un démultiplexeur, qui est un machin qui est ici, et qui va dire, toi, si tu es une onde rouge, tu vas en haut, et toi, si tu es une onde bleue, tu vas en bas. La question, c'est comment vous faites ça? Et comment vous faites ça? En fait, vous faites passer ça dans une espèce de pièce qui est ici, et en fait, en faisant des inclusions, alors je ne sais jamais si c'est de la silicium ou du silice ou l'inverse, en jouant sur la forme des inclusions que vous mettez dans ce dispositif démultiplexeur, vous êtes capable de rerouter une onde rouge vers le haut et une onde bleue vers le bas. Alors voilà l'exemple qui se passe. Donc ça c'est ma forme initiale, oméga 0, ça c'est mon guide d'onde, donc il y a juste cette partie-là qui est optimisable. Okay. Ali, je fais rentrer une onde lumineuse qui est ici, donc c'est la puissance lumineuse que vous voyez ici. Ici ce que vous voyez c'est la puissance lumineuse de l'onde rouge, et ici c'est la puissance lumineuse de l'onde bleue. Okay. Donc vous voyez qu'à la base, l'onde rouge elle ne va pas spécialement en haut, elle ne va pas spécialement en bas, et l'onde bleue elle ne va pas spécialement en haut, elle ne va pas spécialement en bas, elle se dissipe un peu partout. Nous ce qu'on veut c'est qu'il y en ait, la rouge elle aille complètement là-haut, et la bleue elle aille complètement en bas. Ok? Donc on applique encore une fois notre algo de gradient de forme, voilà ce qu'on obtient, et donc au bout d'un moment vous voyez que quasiment toute la puissance rouge elle va, je ne sais pas si c'est rouge ou bleu, mais il y a une partie du truc qui va vers le haut, une partie du truc qui va complètement vers le bas. Ok. Alors,
il me reste un tout petit peu de temps pour vous parler de quelques challenges maintenant. Donc ça, c'était l'optimisation de forme telle qu'on l'a fait, telle qu'elle se fait vraiment aujourd'hui, donc dans l'industrie, dans les milieux académiques. Mais donc là, je vous ai présenté des choses qui marchent bien. Il y a aussi des choses dont je n'ai pas parlé qui ne marchent pas, ou en tout cas dont on aimerait bien qu'elles marchent, et des vrais challenges en optimisation de forme, donc pour essayer de vous convaincre que c'est vraiment quelque chose qui est très actuel et qui intéresse énormément de gens aujourd'hui. Un premier challenge, c'est les questions de robustesse. Alors la question de robustesse, c'est qu'est-ce que c'est l'optimisation de forme, quand on fait de l'optimisation de forme, quand on regarde un problème physique, on a toujours des données. Les données, par exemple, ça peut être le chargement qui s'exerce sur une poutre, ça peut être la valeur de la longueur d'onde qui passe dans mon guide électromagnétique, ça peut être l'endroit où les forces s'appliquent, ça peut être, je sais pas, la viscosité d'un fluide, ça peut être tous ces jeux de données physiques. Et en général, ces trucs-là, on ne les connaît pas bien. Par exemple, un truc, ça a l'air tout bête, un truc qui est très difficile à estimer, c'est les chargements qui s'exercent sur une forme. Par exemple, vous avez le moteur dans une voiture qui travaille, c'est très difficile d'exprimer qu'est-ce que c'est, les forces qu'elle communique, par exemple, au support à moteur, ou des choses comme ça. C'est très difficile de les évaluer, en général, c'est évalué de manière empirique. C'est mesuré, ou c'est évalué de manière empirique avec des espèces de lois au doigt mouillé, où on dit, bah voilà, le chargement, c'est à peu près tant de newtons. En fait, donc ces données, elles sont très souvent mesurées ou estimées, et donc souvent c'est très imprécis. Et naturellement, ce qu'on aimerait bien, donc du coup, comme on fait toute l'optimisation de forme pour ce jeu de paramètres, on aimerait bien que les formes qu'on obtienne, elles soient robustes par rapport à la c'est-à-dire que si je dis, bah en fait, je me suis un peu trompé, mon changement, c'est pas exactement ça, est-ce que ma forme, elle reste bonne ou pas? En fait, on aimerait bien qu'elle reste bonne. Alors, un exemple, pour essayer de vous montrer que c'est pas du tout quelque chose de facile, c'est un exemple donc, qui a été fait dans un article relativement récent de Frédéric de Gournay, Grégoire Allais et François Joube, qui est un exemple très particulier sur lequel on peut écrire beaucoup de choses explicitement. C'est pour ça, pour essayer de vous convaincre, que si on fait une petite variation de certaines données, les formes optimales, elles peuvent beaucoup changer. Donc on a intérêt à prendre en compte ces questions de robustesse. Alors, on regarde ce qui se passe avec une poutre cantilever, donc en 2D, et on a un chargement qui est horizontal, ici. Okay, et on se dit, bah, peut-être que ce chargement, il n'est pas exactement horizontal, mais peut-être qu'on a aussi une petite composante verticale, mais on ne sait pas. Ça, c'est la partie qui est en bleu ici. On veut optimiser la forme au regard de sa compliance sous une contrainte de volume. Donc, au regard de sa robustesse, sous une contrainte de volume. Et dans ce cas-là, on peut faire beaucoup de choses explicitement. Donc, voilà ce qu'on obtient. Ça, c'est la forme optimale, si on ne prend pas du tout en compte les incertitudes. Okay, on se dit juste, bah, le chargement, c'est ça, paf, il est complètement horizontal. Ça, c'est la forme optimale. Enfin, optimisée. Comme je vous ai dit, on calcule que les minima locaux. Donc, ça, c'est un minimum local de la fonction de forme quand on a un chargement qui est complètement horizontal.